C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors c'est une rencontre du troisième type. Des faits étranges se produisent sur la scène politique française, presque du paranormal. Un gouvernement composé de la droite, de la gauche, du centre et bon nombre de personnalités de la société civile qui installe son expertise dans le monde politique. Adieu les clivages. Bonjour tristesse pour les Républicains qui restent pantois et l'extrême gauche qui n'hésite pas à caricaturer. Ce sont des choix individuels et personnels qui étaient annoncés, ils l'ont fait, nous constatons le départ, ils deviennent aujourd'hui en quelque sorte des acteurs d'un projet qu'ils ont combattu il y a encore quelques jours, et ils vont soutenir des candidats qu'ils n'ont pas choisis. Ils sont partis, prenez la forme que vous voulez, il n'y a pas de forme juridique, ils sont partis, ils ont fait un choix sur une analyse politique qui n'est pas la nôtre. Je regrette ce choix, je mets de côté mes sentiments personnels d'amitié qui demeurent, mais je ne fais pas le même choix politique et je me bats pour que nous ayons une majorité de droite et du centre. C'est ma responsabilité, c'est mon rôle. Ceux de droite, ils se retrouvent bien. Bon, c'est les plus gros requins qui ont mangé les plus petits, ça c'est assez traditionnel. Les deux sujets les plus frappants et les plus inquiétants, sans doute, les trois, on va dire, c'est le Premier ministre nucléariste, la présence de Nicolas Hulot, qui pour nous est un crève-cœur, et puis la présence à la tête de l'éducation nationale de quelqu'un qui a été un directeur de l'ESSEC, qui est une école tout à fait remarquable, mais remarquable dans son genre, c'est-à-dire pour faire du commerce, et lié à l'Église catholique. Voilà, après avoir dévitalisé la gauche, eh bien, Emmanuel Macron s'est donc attaqué au flanc droit. Les Républicains vacillent, mais veulent résister. Et leur champ de bataille seront les législatives. Mais au gouvernement, ceux qui combattaient les uns contre les autres vont désormais travailler les uns avec les autres. On en parle avec Virginie Leguet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef adjoint du service politique de Paris Match. À vos côtés, Roland Quérol, directeur de recherche associé au CEVIPOF. Bonsoir, Roland. Et puis Bruno Roger-Petit, éditorialiste à Challenge. Alors 18 ministres, dont 11 n'ont jamais fait de politique, 4 secrétaires d'État, parité parfaite, hommes-femmes, une éditrice à la culture, un médecin à la santé, une patronne de la RATP au transport, un directeur d'une école de management à l'éducation, une ancienne DRH d'un grand groupe français au travail. Voilà. Est-ce que, d'abord je vais savoir ce que vous pensez de ce gouvernement, tous, est-ce que ça fait penser un peu à l'Allemagne du temps de Schröder, avec le fameux rapport Hartz, dont s'est inspiré Schröder, donc Hartz qui était donc un des hauts dirigeants de Volkswagen et qui a donc guidé les réformes en Allemagne issues de la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu ce même principe-là? Qui veut répondre? Roland? Écoutez, en tout cas, c'est surtout ce que Emmanuel Macron nous avait annoncé. Il nous avait dit un gouvernement, il avait dit 15 membres. Au plus, ils sont 18. Bon, c'est là le léger dépassement. Mais à part ça, il avait dit gauche, droite, centre, à peu près à égalité, ils le sont. Il avait dit la moitié venant de la société civile, ils le sont. Il avait dit la compétence, et ils le sont. Parce que c'est pas tout d'avoir des gens de la société civile, on les prend pas parce qu'ils seraient des vedettes connues, qui auraient réussi dans les médias, mais c'est des gens qui ont réussi dans leur métier, et souvent pas seulement dans leur métier, mais aussi dans l'exercice collectif de la profession dans laquelle ils étaient. Ça veut dire qu'ils ont aussi, normalement, des notions fortes d'administration des choses dans le secteur où ils sont choisis. Ça paraissait impossible d'arriver à réunir toutes ces variables avec si peu de gens. Et là, il faut rendre hommage au talent d'apothicaire de celui qui a pris la mesure. Voilà, ils ont réussi ça. Plus, pour l'opinion publique, Nicolas Hulot, c'est-à-dire arriver à convaincre celui qui avait refusé à tous les présidents de la République, les 3 derniers présidents de la République, d'entrer au gouvernement, et qui vient. C'était un des reproches que certains avaient pu faire à Macron pendant sa campagne, d'être pas très écolo. Il décroche en plus l'icône absolue des écolos de tout poil. Voilà. Donc pour le moment, la composition du gouvernement, on verra ce que ça donnera, et si ça donnera les réformes que vous dites. Pourquoi pas? Moi, je crois surtout que la composition du gouvernement illustre parfaitement le fait que l'homme qui est aux commandes, c'est Emmanuel Macron, et pas son Premier ministre, et que tous ces gouvernants-là sont là pour appliquer la feuille de route de Macron. Il n'y aura pas de couac dans ce gouvernement, dans la mesure où chacun
c'est qu'il doit appliquer la feuille de route. Alors, on parlera tout à l'heure de la manière dont Emmanuel Macron veut éviter les couacs, et on l'a vu avec les journalistes et la fermeture de l'Élysée, de la cour de l'Élysée aux journalistes. On en parlera plus tard. Mais je continue peut-être ce tour de table sur, dans le fond, vos réactions à ce gouvernement, les uns et les autres. Virginie, peut-être, après Jean-Marie. On en rêvait. Emmanuel Macron l'a fait. C'est un gouvernement de réconciliation. Il réconcilie la gauche et la droite, les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes. L'affiche est assez belle et elle permet aussi de réconcilier les Français avec la politique après 8 mois de campagne extrêmement violente, extrêmement délétère, où les coups de théâtre se sont succédés au retournement, où pour François Fillon, une campagne imperdable est devenue ingagnable. Enfin, franchement, le spectacle qu'a donné la classe politique depuis le mois de septembre, parce que ça a commencé en septembre, la campagne pour la primaire de la droite, était telle que je crois que les Français en sont restés comme deux ronds de flanc. Et là, voir tout d'un coup, depuis finalement quelques jours, un président qui réussit sa journée d'intronisation, puisqu'il faut bien quand même l'appeler comme ça, avec tout le faste, et qui réussit à s'y couler assez bien, voir la nomination d'un gouvernement qui est d'abord d'un Premier ministre puis d'un gouvernement qui certes s'est déroulé avec un peu de retard, mais pas tant que ça. Voilà, la promesse est là, la promesse est tenue. C'est maintenant que les choses difficiles commencent. C'est maintenant qu'il va falloir, j'allais dire, réaliser la promesse. J'ai lu là tout à l'heure un sondage qui donnait 45% de Français satisfaits d'Emmanuel Macron, ce qui est assez bas, et ce qui dit beaucoup de l'attente que son élection suscite. Et les 10 jours qui viennent de s'écouler ne suffisent pas à calmer cette attente. Elle est peut-être encore plus forte qu'elle n'était au moment de son élection. Jean-Marie, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Virginie? En quelque sorte, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une réparation d'une campagne violente, absurde et par moments hors sol. D'une certaine façon, oui, il y a surtout un changement d'atmosphère. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est porteur d'une volonté d'optimisme qui est bienfaisante, alors qui a été surtout saluée hors des frontières, parce qu'hors des frontières, on n'était pas loin de l'enthousiasme, et dont on peut espérer qu'il la transmettra à l'ensemble du pays. Parce qu'on en a besoin et parce qu'il veut, voilà, il peut être l'homme d'une remise en marche, d'une remise en dynamique, avec le coefficient chance qui est le sien. Je vais juste citer un chiffre, parce que la chance, c'est ce que disait Napoléon, n'est-ce pas? Quand on proposait de nommer un général, il demandait « mais a-t-il de la chance ?» Emmanuel Macron continue d'avoir de la chance. Il y a un chiffre qui a été publié aujourd'hui, celui de l'INSEE. Chômage en France, au mois de mai 2017, 9,3% de la population active. Chômage en mai 2012, 9,3% de la population active. C'est-à-dire que le quinquennat de François Hollande sur le front du chômage a été neutre, n'a pas été celui d'une augmentation, a été neutre. Et depuis un an et demi, plus sûrement depuis quelques mois, le chômage a entamé sa pente déclinante. Et donc ça va servir considérablement Emmanuel Macron, qui n'aura pas d'effort surhumain à faire pour accompagner cette tendance et pouvoir s'en prévaloir après. Donc il est vraiment, il a avec lui un socle qui n'est pas négligeable. Après, pour ce qui est du gouvernement, l'affichage est impeccable, résumé par la une du Figaro sur le plan politique. Vous avez Collomb, socialiste, vous avez Bayrou, centre, et vous avez Le Maire, droite. Donc l'affiche politique est parfaite. Et sur le plan de la société... Même le Figaro ne trouve rien à redire. Et sur le plan de la société civile, on a toujours dit que dans la vie politique française, il était extrêmement difficile d'acclimater des personnalités de la société civile. Et que la plupart du temps, c'était un échec. On oublie simplement Simone Veil, petite parenthèse. On oublie que Simone Veil n'était pas un échec, au contraire. Mais néanmoins, c'était un échec. Là, il a pris des personnalités qui sont toutes, vous l'avez souligné d'entrée de jeu, des professionnels dans leur domaine. Il devrait éviter ça, avec comme porte-étendard Nicolas Hulot. Et Nicolas Hulot, c'est le seul, malgré tout, dans ce gouvernement qui peut provoquer quelque chose dans l'opinion. Parce que tel qu'il est, ce gouvernement est parfaitement constitué, comme Roland l'a dit tout à l'heure, conforme aux engagements du président, mais il n'est pas porteur d'un élan qui va se transformer en victoire aux élections législatives. Ça, l'élan reste celui du président, et le gouvernement en tant que tel n'a pas de message fort ou suffisamment fort pour porter davantage ou pousser davantage cet élan, hormis la personnalité de Nicolas Hulot, qui en effet transpartisane et que les Français adorent. Bruno, beaucoup de choses ont été dites. Est-ce que tout a été dit? Donc je sais ce que vous allez dire, c'est très bien aussi. Mais est-ce que
vous diriez, on connaît l'esprit de conquête qui a été une réussite, l'installation, comme le disait Virginie, pas de faux pas. Est-ce que le plus dur a été fait ou vous considérez que le plus dur commence aussi ? Non, le plus dur n'est pas fait, parce que le plus dur... le plus dur, c'était de faire ce gouvernement, de le constituer. C'était pensé avant. Oui, c'était planifié avant, c'est vrai. Comme le disait Roland, il est même tellement dans le dépassement qu'il a lui-même dépassé le nombre de ministres. Donc c'est vraiment le dépassement, dans sa plénitude. Donc ça, c'était annoncé, c'était pensé avant. Il y a eu des ajustements ici et là, mais c'est vraiment sur des points de détail. Je pense à Laura Flessel qui a été la première surprise de recevoir un coup de fil pour lui annoncer qu'elle serait ministre. Ça fait partie des petits ajustements du dernier moment. Je note quand même que sur les ministères qui comptent, c'est-à-dire l'intérieur, les affaires étrangères, c'est quand même, et même l'agriculture avec M. Mézard, c'est quand même la garde rapprochée de la campagne qui est au poste clé et qui compte, parce que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, l'agriculture va beaucoup compter, la ruralité, ça va beaucoup compter. Donc de ce point de vue-là, c'est parfaitement équilibré, parfaitement réussi. Quant aux législatives, il y a un sondage We Harris aujourd'hui. Oui, tout à fait, qu'on peut voir d'ailleurs. Qui met En Marche. Alors ce sont des intentions de vote nationales. On va les voir, oui. Voilà. On va le voir. Comme il était prévisible, les candidats République En Marche sont à plus de 30%. De mémoire... voilà, ça arrive, Bruno, 32. Oui. Voilà. Ouais. LR et l'UDI sont à 19. Et surtout, parce que c'est quand même ça qui compte aujourd'hui, le grand choc historique va continuer. Le Parti socialiste et les radicaux de gauche sont estimés à 6%. 6% d'intention de vote au plan national. C'est les primaires de la gauche. Non, c'est pas les primaires de la gauche, c'est l'effacement définitif du Parti socialiste. Parce que c'est la présidentielle, le score de Hamon, c'est ça que je veux dire. Là, on y va tout droit. On y va tout droit. C'est inévitable aujourd'hui. Donc, du point de vue de Macron, il a quand même réussi son affaire. Il y a un bloc central majoritaire qui aura une majorité absolue, je le pense. Moi, j'en fais le pronostic à l'Assemblée. Peut-être avec le renfort de quelques élus socialistes qui survivront. C'est en gros les candidats qui n'ont pas de Républicains En Marche face à eux. Et puis, vous avez 3 oppositions, souverainistes et identitaires, mais qui sont toutes antagonistes et clivées. C'est-à-dire le Front National, Mélenchon et ce qui va rester de Les Républicains, puisque François Baroin va se retirer aussitôt législatif passé pour se replier sur sa mairie de Troyes, son association des maires de France et éventuellement la montée en Ligue 1 du 3 Hauts Football Club qui le passionne tout autant que le reste. Et puis derrière, les Républicains resteront avec M. Vauquier qui déjà aujourd'hui dit « j'ai des points communs avec Marion Maréchal Le Pen ». Et la droite d'avant... C'est Marion Maréchal Le Pen. C'est Marion Maréchal Le Pen qui dit... J'ai anticipé. Qui dit « nous aurons des choses à faire ensemble Voilà, ». Il n'y a pas encore répondu. Donc vous voyez bien que ce que Gaël Brustier, qui vient souvent ici, appelle la droite d'après, est en train de se mettre en route. Donc en fait, une droite complètement cornérisée. Et est-ce que ce que dit Bruno est vrai? C'est que dans le fond, on a donc un gros parti au centre qui est La République En Marche. Pas au centre, centrale, et puis les Républicains qui sont en train de se fracturer, un parti socialiste qui se dévitalise, et les deux extrêmes de chaque côté, l'extrême gauche, l'extrême droite. Est-ce que, dans le fond, le paysage français aujourd'hui est tel qu'il est décrit là? C'est-à-dire que, d'abord, une partie de la vie politique va se passer au sein de la majorité d'En Marche, parce qu'ils vont avoir un très gros groupe parlementaire. Ils montent, parce que ce sondage est intéressant, mais il faut voir que Macron a fait 24% au premier tour de la présidentielle. On estime qu'une législative derrière, ça booste le parti du président de 5 points. Il était en effet dans le sondage Harris précédent à 29. Le voilà à 32. Donc, et les autres baissent. Et forcément, les autres baissent. Ça veut dire aussi qu'il y a une bonne centaine de centristes du MoDem parmi les candidats de La République En Marche, et qu'il y a des gens très divers, et que ça va être président de groupe de ce groupe va être un vrai travail. Et les centristes du MoDem seront autonomes. Et les centristes du MoDem vont obtenir leur autonomie. C'est ce que voulait Bayrou. Donc c'était l'idée d'une alliance politique et non pas d'un ralliement. Donc il va y avoir de la vie politique interne et
pour moi qui aime bien que le Parlement serve à quelque chose, qui est du compromis politique au sein du Parlement, ça me paraît une très bonne chose. Mais évidemment, l'histoire n'est même pas terminée. C'est-à-dire que les Républicains, j'allais dire ces pauvres Républicains, parce qu'ils font presque peine à voir. C'est-à-dire qu'ils ont fait une erreur de départ en bloquant d'entrée de jeu en disant non. Alain Juppé l'a rappelé encore aujourd'hui, il faut être dans une opposition constructive. Ils ont décidé de ne pas l'être, ce qui conduit d'ailleurs François Baroin à être totalement à contre-emploi. Parce qu'en plus, il n'est pas sincère quand il tient ce discours comme ça de portes et fenêtres fermées. Mais portes et fenêtres fermées, c'est une erreur stratégique. Donc une droite à côté de la plaque. C'est une erreur stratégique. La droite n'avait qu'une chose à dire, c'est on va accompagner le nouveau président, donnez-nous une majorité pour mieux l'accompagner. Ils pensent que pour essayer de se distinguer et d'avoir des voix, ils sont bien forcés de faire comme s'ils n'étaient pas déjà ralliés. Et d'ailleurs, beaucoup d'eux ne le sont pas. Donc, au fond, ça veut dire que tout le monde sait qu'il y aura une nouvelle étape dans l'ouverture, l'alliance, appelez ça comme vous voulez, après les législatives. Et qu'il y aura sur les, je ne sais pas quoi, 180, 200 élus républicains, il y en aura probablement une nouvelle trentaine qui va se sentir happée par la majorité. Véronique, l'économie et les comptes publics donc, ont été confiés à Bruno Le Maire, Gérard Darmanin, donc de la droite, la valeur montante de la droite. Or, sur les questions économiques, ils se sont opposés, Macron et Le Maire, par exemple, sur la CSG. Macron veut l'augmenter et Le Maire, lui, lorsqu'il était candidat, voulait la baisser. Désaccord aussi sur l'ISF. Le fait que l'économie soit donnée à maintenant, alors maintenant, évidemment, c'est la coalition, donc est-ce que la droite, oui, est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Oui, en tout cas. C'est l'aile droite qui va appliquer le programme économique du président Macron. Mais l'aile droite va obéir à ce que va vouloir Emmanuel Macron. Bien sûr. Bruno Le Maire ne va pas reprendre son programme. Ils ont accepté le programme. Évidemment, bien sûr. Il y a un président de la République qui choisit des ministres. Il va y avoir une solidarité gouvernementale qui, à mon avis, a été imposée d'entrée de jeu. Ils n'auront strictement aucune latitude d'autre que de suivre la ligne. C'était dans le discours d'intronisation. Il a théorisé immédiatement le pouvoir qui partait d'en haut et qui arrivait jusqu'en bas. Et il n'y aura pas de latitude possible. Rappel des grands principes de la Ve République qu'il a dit vouloir appliquer à la lettre. Absolument. Donc cette planification était là depuis longtemps et le coup est réussi. Le coup de Macron, c'est-à-dire il fait aujourd'hui ce qu'il avait envie strictement d'appliquer. Oui, pour l'instant, la fiche est alléchante. Voilà. Encore une fois, moi je dirais que c'est maintenant que les choses difficiles commencent. Elles vont commencer à l'Assemblée, bien sûr, et je ne sais pas, tout à l'heure, vous avez mis un peu en parallèle l'extrême gauche et l'extrême droite, mais l'extrême gauche... Oui, non, mais l'extrême gauche n'est pas du tout dans le même état que l'extrême droite. Là, je crois que le sondage donnait 19 au FN, 19 au FN et le même chiffre, 15 à la France Insoumise. Et le même chiffre au LR. Donc, mais tout ça le scrutin n'est pas très favorable. Le scrutin n'est pas très favorable au Front National. Ça fera moins de députés. Bien sûr, parce que le scrutin n'est pas très favorable au Front National. Il va y avoir ni aux Insoumis. Ils vont passer encore moins aux Insoumis, mais eux, ils vont passer la barre du premier tour et après, ils risquent de se faire éliminer au second tour. Mais n'empêche qu'il va surtout y avoir un groupe de droite, et quand vous dites oui, il faut une opposition constructive, moi je peux entendre ceux des députés de droite qui disent enfin il faut quand même une opposition tout court. On n'est pas parce que tout d'un coup on met dans un gouvernement un peu de droite, un peu de gauche, un peu de milieu, un peu d'hommes, un peu de femmes, il faut quand même qu'il y ait des vraies oppositions. L'opposition légitime la majorité et la majorité est légitimée par une opposition. Donc il n'est pas indécent que certaines à droite veuillent faire un groupe qui soit dans l'opposition, ce qui ne veut pas dire que de temps à autre, ils iront rejoindre telle position sur tel projet de loi. Mais l'opposition, ça me paraît très sain, moi. Très sain. Ouais. Et qui va être l'opposition aujourd'hui ? Mais c'est là où Macron est en train de mener à bien son affaire de refondation. Il a toujours dit, tout au long de la campagne, il s'en est pas caché, il l'a même dit devant des caméras, notamment celle d'envoyé spécial, il a toujours dit quelle était sa stratégie. Toujours. Bon, une refondation qui repose sur l'instauration d'un nouveau clivage, qui s'incarne de manière différente, mais qui est toujours le même. Ouvert, fermé, mondialiste, nationaliste, européiste, replié, progressiste, conservateur. C'est une déclinaison, mais c'est toujours le même clivage. Et là où il a été très fort dans la manœuvre politique de sa refondation, c'est que ceux qui vont opposer le clivage qui lui est opposé, enfin, dans sa partie opposée, c'est-à-dire souverainiste et identitaire, pour caricaturer. Ça s'incarne à travers trois forces aujourd'hui antagonistes, c'est-à-dire
Mélenchon, aujourd'hui, est sur une ligne souverainiste, avec des aspects identitaires, extrêmement conservateurs sur le plan social, fermés. Bon, le Front National, je ne sais pas à peine de vous faire le dessin, et puis les Républicains, si la partie gaulliste, sociale, etc., continue de se détacher même après les législatives, ils seront aussi sur une ligne souverainiste et identitaire, celle du populisme chrétien cher à Patrick Buisson. Donc la force de Macron, en instaurant son clivage, c'est d'avoir fracturé l'opposition. Il n'y a pas une opposition, il y en aura 3. Oui, enfin, les Insoumis ne pèseront pas le même poids que le Front National et les Républicains. D'accord, ça ne sera pas tout ce que vous voulez. Dans la traduction électorale, tout ce que vous voulez. Mais dans la traduction du rapport de force politique dans l'opinion, ce sera ça. Alors, vous avez 3 forces fracturées qui seront les oppositions. Alors, est-ce que cette opposition ne va pas glisser? La question n'était pas... est-ce qu'il doit y avoir ou non une opposition? Il y en aura une. Quelle était la bonne stratégie pour la droite? Était-ce de s'opposer frontalement à quelqu'un que les Français viennent d'élire et qu'ils ne vont pas désavouer 15 jours plus tard? Non seulement ça, mais qu'ils ne cessent finalement de rejoindre, même ceux qui n'ont pas voté pour lui, disent aujourd'hui c'est formidable. Leur attitude tout à fait fermée les conduit à reculer jour après jour. Bien sûr. Ou ne fallait-il pas être plus intelligent, prendre au mot le président de la République et dire mais puisque vous êtes à la fois à gauche et à droite, nous sommes la droite, nous allons vous accompagner et vous aider à mieux gouverner. Ce qui aurait peut-être limité les pertes pour eux, ou en tout cas, ils seraient peut-être ressortis plus forts. C'est ça la question. Oui. Après, sur quels critères et sur quelle ligne de force va se cristalliser l'opposition? Elle va d'abord se cristalliser dans la rue contre la réforme du droit du travail. Est-ce qu'elle ne va pas glisser? Gauche très fortement présente et la partie du PS qui se reconnaît dans l'extrême gauche, c'est-à-dire la partie amoniste qui accompagnera vraisemblablement le mouvement. C'est ça qui va se passer. Roland, vous êtes d'accord avec ce glissement d'une opposition dans la rue où des forces vont se lever très vite et très fort avec effectivement la nouvelle réforme du Code du travail, cette France insoumise qui, si elle n'a pas de levier à l'Assemblée nationale, pourrait être dans la rue? Oui, ça va inévitablement se passer. Il y a un problème de calendrier. Si Macron arrive à travailler très vite, à faire sa concertation avec les organisations patronales et syndicales pendant l'été, les termine pendant l'été, et arrive à un projet de texte à la rentrée, l'essentiel du travail est fait. À ce moment-là, il peut y avoir quelques centaines de milliers de personnes dans les rues, et elles y seront. Parce que ce sont les mêmes qui ont déjà manifesté contre la loi travail numéro 1. Ils sont déjà très remontés, ils ont la mécanique, ils ont les militants. Ils avaient à l'époque le 49.3 qui avait été dénoncé comme un instrument dictatorial. Ils auront cette fois-ci les ordonnances, nouvel instrument dictatorial, l'article 38. Voilà. Césarisme. Bon, oui, évidemment. Mais je pense qu'en début de mandat, si la concertation sociale a été correctement menée, on peut laisser 500 000 personnes, 1 million de personnes dans les rues, dans un pays où il y a 46 millions d'électeurs. Après tout, voilà, il faudra tenir et on verra là ce que vaut pas qu'il y ait de violence, la capacité de ce gouvernement à tenir. Mais si c'est d'une violence extrême... Mais ça risque d'être violent, mais c'est aussi très important, quand c'est violent, que le pouvoir sache donner l'image de l'ordre et on tient ce qu'on a promis. Donc ça va être dur, mais à mon avis, c'est un pari tenable. Mais moi, je ne suis même pas sûre que ça sera si dur que ça. On sait rien. Je suis frappée d'entendre les députés de droite comme de gauche dire « mais nous, on revient de nos circonscriptions, on a face à nous un électorat qui n'a pas voté forcément pour Emmanuel Macron et qui était même plutôt sceptique, pour ne pas dire réticent, et qui aujourd'hui se dit... on va jouer le jeu, on va essayer, on va voir. Et l'électorat qui va se prononcer les 11 et 18 juin pour les législatives va donner une majorité absolue, je le pense aussi, à En Marche. Et je ne suis pas sûre que les Insoumis s'en sortent si bien que ça. Je ne suis pas sûre. Et donc quels seront les relais politiques? C'est précisément pour ça qu'ils auront besoin du social. Oui, mais les relais, se retrouver avec 15 députés, les relais politiques de cette opposition seront extrêmement fragilisés. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait tant de gens qui se retrouvent dans la rue. Je n'en suis pas sûre. Alors, on va revoir peut-être donc... Les syndicats sont pas très mobilisateurs en France. Si. Et s'il n'y a plus la machine politique pour pousser, je ne sais pas comment ça va se produire. Les manifs contre la loi sociale numéro 1, El Khomri, elles étaient quand même essentiellement syndicales et elles ont beaucoup mobilisé. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. Oui, je ne vais pas vous faire le coup du nouveau monde et de l'ancien monde, mais on est quand même dans un nouveau rapport de force. Oui, surtout l'avantage qu'on est en début de quinquennat et que la légitimité est là, quoi. Sur le sondage qu'on a vu tout à l'heure, Roland, quel crédit on peut donner à ces sondages? Aujourd'hui, est-ce que c'est en
fonction des partis ou des candidats? Non, c'est en fonction des partis. Oui. Ils n'ont pas commencé encore à tester avec... ils n'ont pas la connaissance, ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Ils l'auront à partir de vendredi, la connaissance de tous les candidats. Et c'est à ce moment-là que les sondages... Pour le moment, c'est des indications d'opinion. Voilà. Oui. C'est politiquement, l'opinion électorale en est là. Ça n'est pas de vraies intentions de vote législatives. Nous les aurons à partir de la semaine prochaine. On va dire un mot peut-être sur le Front National, qui est mal en point donc, après le débat désastreux de Marine Le Pen, puis le départ de Marion Maréchal Le Pen et la décision de Florian Philippot de créer un parti dans son parti, enfin un mouvement. Ça va donner quoi, le Front National aux prochaines législatives? Bon, là, on a vu le sondage, mais est-ce que Emmanuel Macron devra aussi parler à une partie de cette France-là, des 10 millions de voix de Marine Le Pen, qui ne va pas s'évaporer comme ça? Ah non, la France Macron et la France Le Pen, on a bien vu d'ailleurs... Cette France qu'on disait coupée en deux. Non, c'est une forme de diagonale comme ça qui part de la gauche et qui va vers la droite. Ben, elle reste quand même bien là. Et la magie, si certains l'ont appelée comme ça des premiers jours, elle n'efface pas ce clivage qui est extrêmement profond. C'est vrai que le Front National va mal, que Marine Le Pen est sans dessus-dessous, que Florian Philippot essaye de faire pression en disant il ne faut pas lâcher un pouce de la ligne qu'on a tenue, même si à l'intérieur d'autres disent cette ligne il faut l'acheter à la poubelle, comme Gilbert Collard qui dit il n'est plus question de parler de la sortie de l'euro. C'est vrai que Marion Maréchal Le Pen, qui n'a que 27 ans, s'en va et va mener sa vie ailleurs. Mais ça n'enlève rien, je pense, au désir de revanche ou la détermination en tout cas des électeurs frontistes qui se sentent très frustrés de ce qu'ils voient là parce qu'ils sentent que voilà, c'est une partition, c'est un jeu, c'est des notes qui ne sont pas les leurs et je ne crois pas qu'ils s'y retrouvent vraiment. Donc ils vont probablement avoir envie de dire des choses dans les mois qui viennent. Je ne sais pas si ça sera concrètement à l'Assemblée nationale parce que le scrutin est très difficile pour eux ou si ça sera plus tard, mais ça va se faire. Comment ils parlent cette France? De toute façon, ils en ont deux. Ils parlent comment cette France-là? Sauf qu'ils sont devant un problème stratégique majeur. Parce que ce qui a été clair à nouveau, c'était pas la mascarade de l'alliance avec Dupont-Aignan qui pouvait régler le problème. C'est que le Front National, fondamentalement, souffre de son absence d'alliance à droite. Et donc, manifestement, Marion Maréchal y pense, puisqu'elle tend des perches à Laurent Wauquiez. Absolument. Donc, est-ce que Marine Le Pen va infléchir la ligne politique de son mouvement? Jusqu'où va-t-elle l'amender pour permettre cette alliance avec une partie de la droite? C'est la question stratégique des années qui viient. À laquelle elle n'a jamais voulu répondre jusqu'à maintenant. Elle s'est même plutôt déportée vers la gauche. Pour prolonger ce que vient de dire Jean-Marie, parce qu'en fait, c'est l'élément clé. C'est-à-dire, ce qu'a perdu le Front National profondément plus que l'élection présidentielle, avec l'histoire du débat, c'est la bataille de la crédibilité de la compétence. Ouais, c'est-à-dire que vous avez quand même, avant débat, 41% des Français qui sont prêts à voter pour elle, et à l'arrivée, ils sont moins de 34% 3 jours plus tard. 3 jours plus tard. Et ça s'est joué, il suffisait d'écouter les conversations dans les restaurants, on avait fait. Elle est nulle. C'était le mot qui revenait. Elle est nulle. Ce n'est pas possible. Donc elle a un énorme problème de crédibilité, qui est aussi un handicap pour la droite, façon Laurent Wauquiez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler à quelqu'un qui est aussi peu crédible et qui est perçu comme incompétent. C'est pas possible. Tout est bloqué à partir de là, quand bien même on considérerait que le Front National n'est plus un problème moral, mais juste un problème tactique. Donc première observation. Deuxième observation. Quand un chef est menacé, il offre une tête. Donc quelle est la tête qui logiquement devrait être promise à ceux qui vont contester? C'est Florian Philippot. D'où la réaction de Philippot. Je fais mon courant à l'intérieur du parti, je montre que c'est moi le patron, les patriotes, je suis indéboulonnable, il faudra faire avec moi. Et si vous dites qu'on ne sort plus de l'euro, c'est moi qui parti, je démissionne et je m'en irai. Chantage, rapport de force. Le rapport de force, il est déjà là, il est déjà installé. Troisième observation, Marion Maréchal Le Pen nous dit je m'en vais, je vais travailler en Côte d'Ivoire. Et, non, avant de partir, quand même, je vais envoyer un signal fort sur la base du conservatisme sociétal, en changeant un peu le programme et en le rendant libéral de droite, comme le Front National le portait dans les années 80 quand il était reaganien, on peut peut-être envisager quelque chose. Donc voilà, c'est autour de ça que c'est en train de s'organiser, et il faudra suivre, parce que si Marine Le Pen obtient quand même entre 30, 40, peut-être un peu plus de députés à l'Assemblée nationale, ça la fortifiera quand même davantage. Oui. Je ne veux pas en rajouter là-dessus parce qu'ils ont tous très bien dit ce qui, je crois, il convenait de dire. Mais vous disiez, est-ce que le président doit leur parler? Moi, je crois en tout cas qu'il serait utile que le président parle
pendant cette campagne législative, et probablement en fin de campagne législative. Je crois que, on dit toujours que c'est le Premier ministre qui est chef de la majorité. Ce Premier ministre-là peut difficilement être un vrai chef de la majorité en campagne. Il n'a pas encore la légitimité de quelqu'un qui occupe vraiment Matignon. Et il n'est là que Philippe, par la grâce... c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, tiens. Et il est là on l'a oublié. Vous voyez. Et il n'est là que par la grâce de l'empereur. Et donc, il est important que ce soit l'empereur... Premier consul. Oui, enfin, ça commence à être l'empereur, là. Ce serait meilleur pour le pays qu'il soit premier consul et non pas empereur. Il est allé, c'est vrai qu'il est allé très vite du pont d'Arcole au Sacre. Mais en tout cas, je crois qu'il serait normal qu'il fasse, je ne sais pas, un grand meeting avant l'élection. En tout cas, là où je vous rejoins, c'est qu'on ne l'a pas entendu depuis l'élection. Un peu comme Mitterrand l'avait fait en 81. On l'a pas entendu. Je pense qu'il serait utile qu'on ait un Macron politique qui redonne un peu de souffle pour la campagne. Pour l'instant, on a eu des belles images, on a eu un Premier ministre. On a eu entendu dimanche. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'était un discours assez dense. C'est tout. Non. C'est un bon discours. Non, c'est fondamental. Dans l'incarnation présidentielle, la question de ce jeune président pourra-t-il porter cette fonction ? Absolument. En une journée, ça a été réglé. Il jouait très gros sur la journée. Enfin, moi, et on voit bien qu'il n'y a pas ce surmoi complexé qu'avait François Hollande dans l'incarnation. Lui, il l'a prise tout de suite, ce qui ne m'a pas surpris parce que je pense qu'il est préparé à ça depuis très très longtemps. Petite question très courte avant de passer à la politique sur les réseaux avec Véronique Reiss-Soult. Petite révolution chez les journalistes parce qu'ils ont eu quelques tout-sautements et quelques hoquets ce matin à l'Élysée. La porte était fermée, donc on a bien vu que Emmanuel Macron ne voulait pas livrer ses nouveaux ministres à la meute politique, donc il les protégeait en quelque sorte. Et il y a eu beaucoup de questions à Castaner, donc le nouveau porte-parole, sur le fait que l'Élysée choisirait les journalistes pour les voyages présidentiels. Là-dessus, là aussi, c'est un changement. On peut changer la politique, la vie politique. On ne peut pas quand même changer Non, c'est pas un changement. Démocratie. C'est pas un changement. C'est un retour à ce que c'était avant, tout simplement. C'est un retour à la ligne, mais c'est un retour à la ligne pile-en-collée, qui a été ensuite appliqué par Claude Chirac. Quand il y avait un ministère de la Communication. Non, ça, c'est le secret. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un moment... Oui, mais ça... Ouais. Enfin, je vais vous dire, il y a une image que les communicants de Emmanuel Macron ont en tête, c'est la promenade de Tulle, François Hollande avec Valérie Trierweiler, 78 caméras autour, et qui se termine par un incident, parce que, énervée, Valérie Trierweiler tire la capuche du caméraman et elle fait tomber. Ouais. Donc ce genre d'image qui nuisent à tout le monde, qui nuisent au président de la République dans son incarnation, et aussi aux journalistes, l'équipe Macron a visiblement décidé que ça ne devait plus arriver. Ouais. Donc les déplacements du président de la République, ou la mise en forme informel, si je puis dire, des conseils des ministres, ça va changer de ce point de vue-là. Et puis effectivement, il l'a toujours dit, je ne serai pas le président copain des journalistes. Ouais. Et ça changera avec François Hollande qui passait 30% de son temps avec les journalistes. Et on a vu ce que ça a donné. Il a tellement parlé. Lesquels l'ont massacré en retour. Exactement, voilà. Il a tellement parlé, il a tellement dit de choses, ça lui est revenu en boomerang. Alors, samedi après-midi, la veille de son départ, François Hollande a encore reçu des journalistes pour fêter ça. Et on a des noms, mais on le dira pas. Le bourreau, mais là je crois que vraiment ça doit se terminer. On se retrouve dans un instant. Il beaucoup d'ailleurs dans la salle des fêtes de l'Élysée le lendemain. Ouais. Est-ce que ça va continuer comme avant Il y avait de la souffrance. On passe à la... Je sens que vous y étiez. On passe à la politique sur les réseaux. À tout de suite. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Alors donc, la politique sur les réseaux avec vous. Donc, 22 ministres ont été nommés. Qui a gagné au buzzomètre ? Encore 15 jours. Alors au buzzomètre, évidemment, c'est lié à la notoriété. Alors figurez-vous que vous n'avez pas parlé du Premier ministre. Mais les internautes en ont parlé, puisqu'il y a eu plus de 70 000 messages juste sur les 2 derniers jours. Alors sur le classement des 22 membres, les 5 dont on a le plus parlé, c'est Bruno Le Maire en premier, suivi de Nicolas Hulot, suivi de Gérald Darmanin, suivi de Gérard Collomb et de Laura Flessel, sachant qu'on a donc plus parlé de Bruno Le Maire que de Nicolas Hulot, ce qui nous a surpris. Nous pensions qu'il monopoliserait plus les conversations. Alors après, la question, c'est de quoi a-t-on parlé ? Pour dire quoi ? Eh bien, de quoi a-t-on parlé ? Bien, pour Bruno Le Maire, on a surtout parlé d'une surprise. Les gens ont été étonnés. Ça a été tout de suite ramené au sujet du déficit des 3% et l'ISF. On est rentré tout de suite dans l'action. Pas tant de critiques, finalement,
que ça, beaucoup d'interrogations sur comment va-t-il faire, comment va-t-il y arriver. Et puis, il faut que vous sachiez que dans les conversations, Emmanuel Macron est jugé comme un Superman sur l'économie. Donc en fait, les 2 ministres qui touchent à l'économie sont 2 ministres qui seront sous tutelle pour tout le monde. Donc c'est pas tant un sujet de ce type-là. Après, la deuxième personne... Ils ont tout compris, les internautes. C'est comme ça qu'ils le voient. Les lecteurs sont très intelligents. Ils nous lisent. C'est vrai. Ils vous lisent. Après, il y a fatuité, mon cher Bruno. Nicolas Hulot, les mots associés à Nicolas Hulot, c'est enfin. Notre-Dame-des-Landes revient beaucoup. C'est un sujet qui interroge beaucoup les internautes. Comment va-t-il gérer ce sujet? Et puis solution, parce qu'enfin, ils ont l'impression que ça sera un ministre qui apportera des solutions. Gérald Darmanin, lui, c'est beaucoup moins positif. Les mots trahison, le mot mariage pour tous et le mot banque. Banque parce que c'est associé à Rothschild. Comment peut-il aller dans un gouvernement avec quelqu'un qui vient de la Rothschild? Et banque aussi autour de la négociation de la dette. Mais c'est pas très positif sur lui. Gérard Collomb, beaucoup de questions autour de son âge, vu de façon positive par l'expérience et vu aussi, ils sont inquiets en disant qu'il a l'air fatigué. Et puis la reconnaissance. Personne n'a parlé de sa petite larme qui était émouvante. Si, alors, dans Reconnaissance, il y a la reconnaissance d'Emmanuel Macron envers son mentor, c'est comme ça qu'il est souvent décrit, et reconnaissance aussi de son ministre, par les larmes entre autres, et puis l'expérience du terrain revient beaucoup. Et puis Laura Flessel, eh bien, c'est que du positif, bravo, championne, passion. Enfin, il y a une espèce de déchaînement sur Laura Flessel. Déchaînement positif. Positif. On parle beaucoup d'elle, on en parle comme d'un choix incroyablement pertinent. Comme quoi l'ajustement n'était pas petit ajustement, grande conséquence. Oui. Ouais. Et qui sont les plus connectés? Alors je vais vous étonner, le plus connecté de tous ces 22 ministres, c'est M. Bayrou. M. Bayrou a plus de 611 000 followers, a une page Facebook, a un blog, il a toujours été très connecté, donc c'est de loin le ministre le plus connecté. Vient derrière Bruno Le Maire, qui est aussi assez connecté, puis Gérard Collomb. Nicolas Hulot arrive seulement en 4e position, mais il est très fort sur Facebook, moins sur Twitter, mais sur Facebook, c'est le plus fort. Et puis Jean-Yves Le Drian aussi, mais parce qu'il était dans l'ancien gouvernement, donc il a été très suivi. Et chez les nouveaux, Chez les nouveaux, il n'y a pas de grands connectés encore. Ça va venir, mais pour le moment, on y reviendra, c'est plutôt dans les moins connectés. Ensuite, les plus populaires sur les réseaux sociaux, je vous ai dit que Laura Flessel était très saluée. Alors c'est de loin la plus populaire, que des messages positifs sur elle. C'est une personnalité de la société civile, c'est une femme, elle est compétente. Et il y a Paris 2024 qui revient beaucoup dans les messages. Ensuite, Françoise Nyssen est extrêmement populaire aussi sur les réseaux sociaux. On a des volumes moins importants parce qu'ils sont moins connus. Ministre de la Culture, elle est jugée compétente et reconnue. Et puis la place du livre, il y a eu beaucoup de messages d'internautes qui ont dit formidable. Un symbole fort. Jean-Michel Blanquer aussi pour son expérience, ministre d'Éducation. Et puis Nicolas Hulot et Gérard Collomb. Enfin, les ministres les moins connectés, ce sont donc des ministres assez récents. Et il faut que vous sachiez qu'il y a quand même pas mal de comptes Twitter qui ont été créés dans la journée. Mais voilà. Ils commencent à être connectés. Ça prouve bien l'importance de ces moyens de communication directement avec le public. Sachez que les ministres les moins populaires sur les réseaux sociaux, c'est Madame Goulard qui est la plus critiquée. Même si elle est appréciée, elle est très attaquée sur ses compétences. Et c'était intéressant de voir que c'est plus un sujet droite-gauche pour les internautes. C'est un sujet de compétence. C'est un gouvernement que l'on juge sur sa compétence. Ministre des Armées. Non, ils disent qu'aux affaires européennes, ça aurait été logique. À la défense, c'est étrange. C'est pas le fait que ce soit une femme, c'est qu'ils la voyaient pas là. Aux armées, elle est... Oui. Mais ça interroge beaucoup les internautes. Il y a peut-être beaucoup de militaires internautes en l'espèce. C'est ça. Mais non, moi j'ai trouvé que ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent de compétences et pas de clivage. Et on est sur un jugement plus de fond. Donc voilà. Et puis après, sachez que le sujet qui a quand même le plus fait parler cette semaine, c'est de loin les législatives. Pas tant que ça, le gouvernement, certes beaucoup, mais c'était un vrai sujet. D'accord. Bon, mais c'est... Parfait, timing parfait. Au moment où ça se termine, vous avez terminé votre chronique, Véronique, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, on se retrouve très vite sur France 24. À bientôt, merci. Et merci à Pauline Hellman d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique.